Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une période absolument fascinante, le Moyen Âge classique, une époque qui, vraiment, a complètement changé le visage de l'Europe. Alors la question est posée. Comment est-ce qu'on a pu passer d'un continent complètement éclaté aux fondations de l'Europe moderne? Et ça, en à peine 300 ans. Eh bien, c'est toute l'histoire de cette période qui va du XIe au XIIIe siècle. Une vraie transformation qui nous a fait passer du chaos à la consolidation. Allez, c'est parti. Pour bien comprendre, il faut se projeter en arrière, aux alentours de l'an 1000, et essayer d'imaginer à quoi ressemblait l'Europe à ce moment-là. Cette carte, elle est incroyable. Elle dit tout. Regardez bien. Le domaine du roi de France, c'est la petite tache violette au milieu. C'est minuscule. Surtout si on compare avec les immenses territoires de ses propres vassaux, comme le roi d'Angleterre. On comprend tout de suite mieux pourquoi on parlait du petit roi de France. Dans les faits, son pouvoir était très limité. Il était souvent bien moins puissant que les grands seigneurs qui, en théorie, étaient sous ses ordres. En fait, à cette époque, l'autorité politique était très locale. Le vrai pouvoir, il était entre les mains des ducs, des comtes, des seigneurs qui contrôlaient leurs châteaux et les terres autour. Le roi dans tout ça, c'était, comme on dit, le premier parmi ses pairs, mais sans plus. C'était une lutte de tous les instants pour lui, ne serait-ce que pour se faire respecter sur son propre domaine. Bon, ça, c'était le point de départ. Un vrai puzzle. On va voir maintenant comment, au milieu de ce chaos, deux grandes puissances vont commencer à rassembler les morceaux. D'un côté, on a la France. Les rois capétiens, eux, ont été très patients. C'est un travail de longue haleine, ils ont grignoté des terres, petit à petit. Et puis arrive un roi comme Philippe Auguste. Et là, tout s'accélère. Il va réussir un coup de maître en reprenant d'immenses territoires à son plus grand rival. Quand on met les deux cartes côte à côte, avant et après, la différence est juste spectaculaire. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, il se passe quelque chose d'encore plus brutal. En 1066, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, traverse la mer et prend l'Angleterre. D'un coup, il crée un État anglo-normand surpuissant. Et ses successeurs, les Plantagenets, vont régner sur un véritable empire qui va de l'Écosse jusqu'aux Pyrénées. Le comble, il contrôle plus de terres en France que le roi de France lui-même. C'est le début d'une rivalité qui va durer un siècle. Mais il n'y a pas que les rois qui s'éveillent, car pendant que les monarchies se construisent, une autre puissance, l'Église, est en pleine révolution interne, et elle va bientôt venir se mesurer aux rois et aux empereurs. Au cœur de cette révolution, il y a ce qu'on appelle la réforme grégorienne. L'idée est simple mais radicale, libérer l'Église de l'influence des seigneurs et des rois. Le but, transformer le pape en chef suprême de toute la chrétienté, une sorte de superpuissance spirituelle. Et ça, évidemment, ça ne pouvait que mener au conflit. C'est la fameuse querelle des investitures. Derrière ce nom un peu compliqué, la question est simple. Qui a le droit de nommer les évêques, le pape ou l'empereur? Mais en réalité, la vraie question c'était qui est le vrai patron en Europe? Et cette question va mettre le feu aux poudres. D'un côté, les partisans du pape, de l'autre, ceux de l'empereur. Ce conflit va déchirer l'Italie et l'Allemagne pendant des générations. C'est vraiment un moment charnière qui va redéfinir pour des siècles la relation entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Bon, on a donc des rois plus puissants et une église plus centralisée, plus sûre d'elle. Toute cette nouvelle énergie, il fallait bien qu'elle aille quelque part. Et elle va se tourner vers l'extérieur. Cette expansion, elle prend plusieurs formes. D'abord au sud, dans la péninsule ibérique, il y a la Reconquista. C'est une reconquête militaire et politique très lente qui va s'étaler sur des siècles où les royaumes chrétiens du nord vont progressivement repousser la domination musulmane vers le sud. Et puis il y a l'autre grand front, vers l'est. C'est le pape Urbain II, qui en 1095 lance un appel. C'est le début des croisades. Toute la force militaire de cette nouvelle chrétienté, plus organisée, est dirigée vers un but commun. Reprendre Jérusalem et la Terre Sainte. Alors, faisons le bilan. Après ces 3 siècles de transformation intense, à quoi ressemble l'Europe autour de l'an 1300? Le chemin parcouru est juste énorme. Si on regarde la chronologie, on part de l'an 1000, d'un continent morcelé. Puis 1066, la conquête de l'Angleterre. Ensuite, la réforme de l'Église, qui affirme le pouvoir du pape. 1214, la bataille de Bouvines, qui assoit le pouvoir du roi de France. Et vers 1300, le paysage a totalement changé. On a maintenant des États beaucoup plus centralisés et une papauté qui sont devenus les acteurs principaux du jeu politique. Il y a ce proverbe du XIIIe siècle qui dit « Où est le pape ? Là est Rome ». C'est très parlant. Ça veut dire que le pouvoir suprême, ce n'est plus forcément un lieu, une ville, mais une institution incarnée par une personne, le pape. À ce moment-là, la papauté est vraiment à son apogée. Elle se voit comme l'arbitre de toute l'Europe chrétienne. Mais, et c'est là tout le paradoxe, ce succès va créer le problème suivant.
Car en face du pape, il y a maintenant des rois qui sont eux aussi devenus très puissants. Et ces rois commencent à trouver l'autorité du pape un peu envahissante. C'est le début de nouveaux conflits, comme celui, très violent, entre le roi de France Philippe le Bel et le pape Boniface VIII. La question centrale, qui a le droit de lever des impôts? En gros, qui commande vraiment? Alors, quand on regarde tout ça, on voit bien que le Moyen-Âge classique est loin d'être un âge sombre. C'est plutôt un laboratoire, un creuset où se sont forgées nos institutions. Et la question qu'on peut se poser, c'est ces grandes tensions entre l'État et la religion, entre le pouvoir central et les pouvoirs locaux, entre les nations naissantes. Est-ce que ce ne sont pas, au fond, encore un peu les nôtres aujourd'hui?